Alors bonjour à tous, bienvenue à notre shiur de Gemara, numéro 2 de la semaine. Alors mes chers amis, on va reprendre exactement où on s'est arrêté hier. On était en train d'essayer de comprendre la Shita de Rashi. Rashi essayait de dire que le langage Horu, qui veut dire on te donne une marche à suivre, et le langage qui s'appelle Hetiru, on te permet, c'était la même chose. Et donc pour lui, la preuve de Rabbi Abba, elle était irréfutable. Alors on a vu qu'il y a une grande différence entre les deux parce que Hetiru, c'est une permission qui a l'air un petit peu plus passive, on va dire. Mais quand on parle avec plus d'autorité à l'impératif et qu'on dit voici ce que tu devrais faire, les Chaora, ça a l'air plus d'une décision officielle d'une cour ou d'une institution juridique quelconque. Alors on va essayer de clarifier un petit peu comment Rashi a tiré sa preuve de Rabbi Abba. On va voir des différentes manières de comprendre la preuve de Rabbi Abba. Alors je vous rappelle que ce que Rabbi Abba a fait, c'est qu'il est parti me chercher un cas avec la fameuse femme dont le mari est introuvable et que le Bedin lui a donné une permission de se remarier. Alors toute la là, c'est comment le Bedin s'est exprimé quand il a eu su, on va dire, cette décision juridique de lui permettre de se remarier. Alors, allons voir Rachid tout de suite. Comment est-ce que Rachid conclut par rapport à ça? Alors, je vais vous ramener tout le texte. On va revoir la question du Rama qui demande là-dessus. Alors, regardez ici. Yiksha Rama. Le Rama dit En Heluk ben Lashon Hura. Il n'y a pas de différence entre voici la marche à suivre, les Lashon Hitiruha, ou avec le langage où on te dit tu es permis de faire telle et telle chose. C'est quoi la preuve? Shari Ravdimi Minearda Bir Shelashon Mutarim Matem Laasot Ze Hura'a Gemura. Parce que dans le Talmud lui-même, Ravdimi de Narda, donc le Ravdimi de la ville de Narda, lui, il a dit que quand on dit Mutarim Lachem Laasot, il est permis pour vous de faire telle ou telle chose. C'est un langage officiel d'un jugement qui est issu par une cour rabbinique. Alors, le Roche, comment est-ce qu'il règle le problème avec Rashi? Alors, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Diyoko shel Rashi hu. La petite déduction et le petit knitch qu'il y a dans Rashi, c'est le suivant. Beresha nakta Mishnah horula. Au début de la Mishnah, ils ont dit que le Bedin lui a donné comme marche à suivre d'aller se marier. Ou Besefa, mais à la fin de la Mishnah, le langage a changé et c'est marqué Hiti Ruha Leinase. Ils lui ont permis de se marier. Ou Mashma, et ça suppose quoi? Que si tu commences un texte qui est en train de détailler une décision officielle d'une cour et que tu changes de langage à travers le mot Horu qui veut dire voici la marche à suivre et Hetiru, on te permet, eh ben, ça a l'air de dire que quoi? Shekol hora'a hi davka belashon mutari matem la'asot. Que chaque marche à suivre qui est employée avec une expression comme telle, ça veut dire en d'autres termes qu'on te permet d'aller faire telle ou telle chose. Donc, en conclusion, le Rama il conclut que ce que Rashi a déduit vient du fait que la Mishnah qui déclare et qui étale le cas de la madame dont le mari est introuvable, dans la Mishnah elle-même, dans le début de la Mishnah et dans la fin de la Mishnah, le langage a changé et dans la conséquence halachique, c'est la même chose. Madame a le droit d'aller se marier avec qui elle veut. Alors si on emploie un langage au début qui est voici la marche à suivre, va te marier, et qu'on dit à la fin on te permet de te marier, Rashi a compris que la Mishnah essaye de dire que on te permet ou on te donne la marche à suivre, c'est du pareil au même. Et c'est pour ça qu'il amène une preuve qui est pratiquement irréfutable du cas de la madame dont le mari a été perdu. Alors en d'autres termes, tout est en concordance et en corrélation parfaite avec notre Gemara elle-même. Parce que je vous rappelle que notre Gemara, elle démarre avec le mot Horu, donc voici la marche à suivre, et que par la suite, dans le reste du Talmud et du langage talmudique, on voit qu'on a changé vers un langage de permission. Donc, ce qui sous-entendrait que la permission ou le langage qui suppose une marche à suivre est exactement le même. Et donc, c'est pour ça que Rashi arrive à déduire de l'utilisation des deux expressions qu'elles sont parfaitement équitables et qu'il n'y a aucune différence entre les deux.
Henri, est-ce que tu es satisfait avec ça ou tu as des questions? Non, ça me semble bien. All right. Alors, on C'est clair. continue. Alors, messieurs, je vais vous montrer maintenant trois autres pirouchim. Donc, on a Rabbeinu Hananel, qui est un éminent rave qui a écrit énormément sur le Talmud. Alors, pour la petite histoire, je vous rappelle l'histoire de Rabbeinu Hananel. Il a été capturé par une secte musulmane et ils ont dû payer une rançon qui était mirobolante pour essayer de le réavoir, pour la simple raison qu'ils connaissaient tout le Talmud de Babylonie par cœur. Et la première des choses qu'ils ont fait, dès qu'ils l'ont rapatrié et qu'ils ont payé la rançon, ils lui ont collé carrément une équipe de scribes qui ont, qui ont commencé à répertorier et à calligraphier tout ce qu'ils disaient oralement, parce qu'ils connaissaient tout le Talmud de Babylone par cœur. Et donc c'est comme ça que la version classique du Talmud de Babylone qu'on connaît, elle est intimement reliée avec lui. Alors regardez ici. Rabbeinu Hananel Piresh. Laissez-moi juste agrandir le texte un petit peu plus. Voilà. Alors Rabbeinu Hananel, lui, il explique que quand c'est marqué chez Kilkela que la madame a dévié parce qu'elle est partie faire des bêtises, ou chez Nisea et Assourla, ça veut dire qu'en fait, elle est partie se marier avec une personne dont elle a une interdiction formelle de s'unir. Kegon, comme par exemple un Kohen Gadol. Alors vous savez très bien que le Kohen Gadol, qui est le plus grand statut qui peut exister chez les Kohanim au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de marier une femme qui est veuve. Alors, étant donné que cette femme, son mari a été déclaré par un témoin comme étant décédé, elle est par définition une veuve. Et donc, elle ne peut pas marier un Kohen Gadol. Alors, pourquoi est-ce que c'est déviant? Parce elle a épousé quelqu'un pour qui la notion même de Kiddushin, elle n'est même pas Tofeset. C'est-à-dire que le mariage lui-même, il est illégal d'entrée de jeu, et même s'il met la bague et s'il fait la beracha, ça ne marche pas, parce que la Torah a interdit à un Kohen Gadol de marier une veuve. Donc, d'entrée de jeu, la procédure, elle est illégale, et elle a pas de base sur quoi se tenir. Alors, à cause de ça, cette madame, היא חייבת בקורבן משום שבית דין לא התירוה להינשא לבייסור. Elle est obligée d'emmener un sacrifice pour se faire pardonner parce qu'elle a quelque part dévié de la permission que le Bedin lui a donnée. Le Bedin lui a donné une permission de marier quelqu'un avec lequel elle aurait le droit de s'unir et avec lequel le Maaseh Kiddushin et la Choupa auraient une base sur quoi tenir. Mais si elle marie quelqu'un qui est interdit par la Torah pour elle, eh bien dans ce cas-là, she's on her own. Et si elle est on her own, c'est pour ça qu'elle amène un korban. Ve'achen im hayta niset beheter, hayta petura. C'est pour cela que si elle avait marié quelqu'un qui était donc permis pour elle d'être mariée, mais que par la suite on a découvert que son mari était encore vivant, elle serait pas tour d'un korban. Elle serait exemptée d'emmener un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est un cas de force majeure. Elle ne pouvait pas calculer que son mari allait réapparaître du jour ou l'autre. Et en plus, elle a suivi exactement en conformité la décision du Bédine. Le Bédine lui a permis de marier quelqu'un avec qui la notion des Kiddushin et de la Choupa est en accordance. Et donc, si elle marie par définition quelqu'un pour qui la notion de mariage n'est pas applicable, c'est pour ça qu'elle emmène un korban. Mais si elle se marie avec quelqu'un qu'elle a le droit de marier, ok, c'est pas une relation illicite, alors dans ce cas-là, si le mari réapparaît tout à coup et qu'il s'avère qu'il annule complètement la décision juridique de la cour de lui repermettre de se marier, alors là, elle est pas tour, elle est dispensée d'emmener un corban. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un cas de force majeure. Ok? Alors, le Rama, lui, il a une autre manière de comprendre le problème. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Hare shehitiru beddin, quand le beddin lui a dit, tu as le droit d'aller te remarier avec qui tu veux, Asuya Pnuya les Gamré. Ils l'ont rendue comme une femme libre qui peut se marier avec qui elle veut. Une femme non mariée. Ve'al Pichen. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Halcha Vezinta. Elle est partie, elle a eu une relation illicite. Alors dans ce cas-là, Halehi Chayevet. Elle est obligée donc d'emmener un korban, un sacrifice, pour se faire pardonner de ce qu'elle a fait. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Là, c'est un petit.
une petite nuance très intéressante. Ena nechshevet ketola bebeddin. On ne considère pas que ce qu'elle a fait est en accordance avec la décision du Beddin. Le Beddin ne lui a jamais permis d'aller avoir des aventures avec, avec les hommes qui sont disponibles dans la société. Et donc, si elle, elle est partie, elle a eu une relation illicite, c'est comme si quelque part elle s'est complètement déconnectée de la décision juridique de la cour. Et donc, she's on her own. Elle est plus considérée comme quelqu'un qui a appliqué la décision juridique. Parce qu'elle est partie faire quelque chose qu'on ne lui a jamais permis et qui n'est pas permis par la Torah to begin with. Alors dans ce cas-là, quand son mari réapparaît et que là on voit que qu'il est encore en vie, elle doit emmener un korban parce qu'elle a créé une déconnexion entre son action et son attitude et son comportement avec la décision qui a été issue par la cour. Donc le Rama, il comprend. On n'est pas obligé de la sceller et de la coincer dans un scénario où elle a marié un homme qui lui était interdit. On peut parler carrément d'un cas de relation illicite. Et la raison pour laquelle elle emmène un korban, c'est que, à travers le fait qu'elle est partie avoir des aventures que la Torah ne permet pas, et que le Bédine ne lui a jamais donné une permission d'aller faire une chose pareille, elle a créé un écart entre elle, entre son comportement, et la décision de la cour. Donc, quand son mari réapparaît, on ne peut pas dire qu'il y a un lien entre elle et la cour, parce qu'elle a été posé un geste qui était contraire à la décision juridique. Donc c'est comme si elle a agi de son propre chef, et c'est pour ça qu'elle doit emmener un corban. Malgré tout, que vous sachiez, dans un cas pareil, elle n'est pas considérée comme une femme qui a commis un adultère, parce que elle était quand même une femme non mariée par la décision de la cour, avec les informations qu'ils avaient de ce fameux témoin unique qui a déclaré qu'il a vu son mari mourir ou qu'il a vu le corps, et qu'il s'est avéré que c'était pas vrai. Donc elle, elle agit en conséquence en termes du fait qu'elle était ouverte au public, on va dire, qu'elle pouvait se marier avec qui elle voulait. Mais étant donné qu'elle a posé un acte illicite, elle emmène un corban pour se faire pardonner de l'acte qui est déviant qu'elle a fait, mais c'est pas un acte qui est assez déviant pour être catégorisé comme un adultère. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, la décision de la cour qui a accepté le témoin l'a rendue comme une femme non mariée. Et que dans ce cas-là, elle peut se marier avec elle en vie, et même si elle a une relation illicite, ça s'appelle pas un adultère parce que la cour a agi avec les informations qu'ils avaient en leur possession pendant ce moment-là. Et donc ils pensaient vraiment que le témoignage de ce témoin unique était valide, et donc c'est pas un adultère. Un adultère, la définition, c'est que le mari est encore en place, il est encore vivant, divorce il n'y a pas eu, et de manière volontaire, madame est partie faire quelque chose qu'elle n'était pas supposée faire. Ça, c'est un adultère. Mais si la cour, elle te permet de te remarier avec qui tu veux, et qu'au lieu de te remarier, tu vas avoir une aventure, tu as un issour d'aventure, ça s'appelle znout. Tu es parti prospecter des déviances sexuelles qui ne sont pas permises dans la Torah. Mais ça ne te rend pas une femme qui a commis un adultère. Parce que la cour a quand même donné une permission de se remarier et qui suppose que madame, elle est une femme libre. Alors ça, c'est la deuxième rapproche du Rama. Donc le Rama, si on regarde bien la différence entre le Rama et Rabbeinu Hananel, c'est que Rabbeinu Hananel apprend que la situation, elle a démarré avec le fait qu'elle a marié quelqu'un qui était interdit pour elle et dont le mariage ne pouvait pas être tofes. Le mariage ne pouvait pas entrer en jeu. Parce qu'elle a marié un Kohen Gadol, par exemple, et un Kohen Gadol ne peut pas marier une femme qui est veuve. Donc Rabbeinu Hananel a compris que le problème venait du fait même que c'est vrai qu'elle n'a pas eu une relation illicite, mais qu'elle a essayé de s'unir pour bâtir une famille avec quelqu'un avec qui les liens sacrés du mariage ne peuvent pas fonctionner. Le Rama lui dit, c'est pas un cas de mariage qui est illicite, mais c'est un cas d'aventure passionnelle, on va dire. Et que madame, étant donné qu'elle est partie faire quelque chose que la cour ne lui a jamais permis de faire, la cour lui a permis de se remarier, la cour ne lui a pas permis d'aller avoir des aventures. Dans ce cas-là, elle crée une déconnexion très, très intense, on va dire, entre elle et la cour. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le lien entre elle et la décision juridique, il est encore là, parce qu'à travers son comportement, elle a créé une dissociation
est comme une cassure entre la décision de la cour et ce qu'elle est partie faire sur le terrain. Alors, dernière option ici, c'est le Meiri. Alors, le Meiri, il dit la chose suivante. Katav, hu hadin im lo kilkena biznut, ela nisea leacher, hi hayevet. Alors, lui, il dit que tu saches que même si elle s'est mariée avec quelqu'un avec qui elle avait le droit d'être mariée et qu'elle n'a pas été avoir une aventure, elle a un problème. Elle va devoir emmener un korban. Pourquoi? Mishum she'en ze hora aklal et la ta'out. Alors regardez lui qu'est-ce qu'il dit. Lui il dit que si la cour s'est plantée et qu'ils ont accepté le témoignage d'un témoin unique et que par la suite il s'est avéré que ce témoignage n'était pas bon parce que le mari était encore vivant, la décision de la cour elle-même, elle est invalide. Et si la décision de la cour elle-même est invalide, il y a une déconnexion claire entre le geste que madame va poser et la décision inexistante de la cour. Alors, comme on ne peut pas donner un statut à la décision de la cour comme étant officielle parce qu'elle est faite de manière erronée et à travers un témoignage qui n'aurait jamais dû être accepté, mais qui par la voie des choses a été accepté, quand on a des preuves suffisantes que le témoignage n'était pas bon, la décision de la cour est complètement alignée, elle est complètement inexistante, comme si elle n'était jamais là. Et donc le problème ne viendrait pas du fait que elle a créé une déconnexion avec une décision valide de la cour, mais c'est que la décision de la cour elle-même étant invalide, c'est ça qui a créé la déconnexion entre son acte et la décision de la cour qui est inexistante. Alors, je récapitule très rapidement, Rabotai. La preuve de Rabbi Abba chez Rashi, c'est que Hitiru et Horu, on te donne la marche à suivre, ou bien on te permet, c'est du pareil au même. L'incidence en termes de conséquences sur le terrain halachique, exactement la même chose. Et en plus, Rashi a sur quoi s'appuyer, c'est que la Mishnah qui parle de la femme dont le mari a disparu, on emploie un langage Horu au début, qui veut dire voici la marche à suivre. Et dans la fin de la Mishnah, on emploie un langage qui est on te permet. Et donc, Rashi a compris que la Mishnah essaie de me dire que on te permet et on te dit quoi faire, c'est exactement la même chose. Et c'est donc pour ça qu'il amène une preuve de là-bas. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est trois options pour comprendre exactement l'obligation de madame, une fois qu'on découvre que son mari est en vie, l'obligation, la nature de l'obligation qu'elle a d'emmener un korban. Alors la première, c'est quoi? C'est Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il dit, elle s'est mariée avec quelqu'un que la Torah ne permet pas. Elle est partie marier un grand prêtre, le Kohen Gadol du Beth Amikdash. Et le Kohen Gadol du Beth Amikdash ne peut pas marier une femme qui est veuve. Donc son mariage d'entrée de jeu, il est invalide. Et c'est pour ça qu'elle emmène un korban. Parce que le Bedin ne lui a jamais donné la permission d'aller marier quelqu'un avec qui il est interdit de se marier. Deuxième option, c'est le Rama lui-même. Le Rama, il dit que quand elle est partie avoir une aventure, elle a dévié de la permission du Beddin, et donc elle a créé un décalage sur le terrain entre son comportement et l'attitude qu'elle a eue et la décision de la cour. Et donc le problème vient d'elle, étant donné qu'elle est partie avoir une aventure. Dans ce cas-là, elle n'est plus considérée comme si elle est reliée et que son comportement est intimement relié avec la décision de la cour, vu qu'elle a fait quelque chose qu'on ne lui a jamais permis. Troisième option, le Meiri, c'est que le problème vient de la décision de la Cour elle-même. Si la décision de la Cour de lui permettre de se remarier est rendue comme, ou étant catégorisée comme une erreur, parce que finalement, on découvre que le mari est bien en chair et en os vivant, c'est comme si la décision de la Cour n'a jamais été émise. Et si la décision de la Cour n'a jamais été émise, madame, elle n'a pas sur quoi se rattacher. Et donc, elle emmène un corban parce que le problème viendrait de la cour elle-même. Étant donné que la cour s'est plantée et qu'elle a bâti toute une décision juridique sur un témoignage unique qui s'est avéré être complètement faux, eh bien, il n'y a pas de décision de cour. Alors, madame ne peut pas être rattachée à une permission quelconque parce que la cour s'est trompée. C'est bon, Rabota, est-ce qu'il y a des questions sur ça ou on est Non, correct? non, non, juste, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que c'est à la femme de faire un corban par rapport à quelque chose qu'elle a fait, mais s'il y avait, imaginons par exemple que cette femme n'était jamais mariée
et que, bon, elle avait eu des relations hors mariage. Elle aurait fait un corban de la même façon. Tout le monde est d'accord qu'elle doit emmener un corban. La discussion, c'est quoi le mécanisme qui Non, je suis produit. d'accord, mais je veux juste comprendre si le mécanisme s'applique dans la mesure où le tribunal a rendu un jugement, elle est libérée de son mari, elle fait une faute et elle fait un corban comme si finalement elle ne s'était jamais mariée à ce mari parce qu'il y avait eu un tribunal rabbinique qui lui avait dit vous êtes libre. Non, attends une seconde. La raison pour laquelle elle amène un corban, c'est qu'en fin de compte, on a redécouvert que le mari était vivant. Et donc la permission qu'elle a eue, elle était cadrée pour se marier avec une personne par les liens sacrés du mariage. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avoir une aventure. Oui, tu as Alors, raison. étant donné qu'elle est partie avoir une aventure et que elle crée une déconnexion avec la permission qu'elle a reçue, c'est pour ça qu'elle amène un corban. On ne peut plus dire qu'elle a un justificatif, qu'elle s'appuie sur la décision de la Cour, parce qu'elle l'a pas respectée. Ça, c'est une approche. La deuxième approche, c'est comme la décision de la Cour était une erreur, c'est comme si la décision de la Cour était inexistante. Et la déconnexion entre son comportement et la Cour ne provient pas d'elle cette fois-ci. Elle provient du fait que la décision que la Cour était Invalidité. invalide. Ouais. Je ne sais pas si tu vois la différence. D'un Oui. côté, on lui envoie la balle à elle et toute la responsabilité, parce que son comportement n'a rien à voir avec la permission qu'elle a reçue. Et d'un autre côté, on dit non, la décision de la Cour étant erronée, c'est comme si elle n'existe pas. Alors, elle n'a pas sur quoi se rappuyer, parce que la décision de la Cour, elle est bidon. Ah non, mais on peut pas. On peut pas, sous prétexte que la décision de la Cour est erronée, faire comme si qu'il n'y avait pas eu de décision. Non, encore une fois, regarde. Elle a fait quelque chose qu'elle n'était pas supposée faire. Elle est partie avoir une aventure. Alors, La mais Cour dit, c'est là où j'ai un problème. C'est parce qu'en fait, tu es une femme mariée. La Cour te dit que finalement, tu es libérée de ton lien de mariage. Tu as une OK. aventure. Et on s'aperçoit finalement que tu étais marié. Donc tu te retrouves dans une situation où tu as trompé ton mari. Donc tu vas faire un corban pour t'excuser d'une information qu'on t'avait communiquée qui était fausse. Donc tu as fait deux choses. Tu as cru que tu étais libéré et par ailleurs tu as eu une aventure. Mais indépendamment du mariage, est-ce qu'on présume que tu n'aurais pas dû avoir une aventure et que la seule aventure que tu peux avoir, c'est dans le cadre d'un nouveau mariage? Parce qu'il y a, Absolument. il y a deux Absolument. choses qui se mélangent et c'est pour ça que ça rend le truc un peu plus compliqué. On est tous d'accord que la Torah ne va jamais promouvoir des relations illicites Hors où tu mariage, t'amuses ok, ça et c'est tu bon. changes de partenaire. Ok, ça c'est bon. Mais regarde, c'est quoi le problème? Elle emmène un corban parce que elle est proche, elle est dans une zone grise qui est proche d'être un adultère. Mais comment on la sauve de l'adultère? C'est par la permission de la cour. Donc, tant que tu maintiens un Right. lien entre son comportement et la permission de la cour, Je suis entièrement le d'accord. corban va marcher. Je Le suis entièrement sacrifice va la d'accord. pardonner. Ça, je le comprends très bien. Mais si tu crées une déconnexion avec la décision de la cour et ce qu'elle a fait, elle est toute seule. She's on her own. Alors, ok, Alors, mais l'argument, il est comme ça. Est-ce que tu vas faire porter la responsabilité sur le caractère erroné de la décision juridique et donc la balle, elle est dans le camp de la cour, mais quand même, elle a posé un acte déviant. Mais comme la cour s'est trompée, attends, excuse-moi, d'où ma question. Est-ce que dans la mesure où elle fait un corban, non pas par rapport à son acte déviant, mais par rapport à un acte qui s'inscrit dans une relation maritale qui l'amène à non seulement avoir un acte entre guillemets qu'on va qualifier de déviant, mais surtout grave par rapport au fait d'être marié. C'est pas le même niveau de gravité, mais c'est le même acte. dans tous les cas de figure, c'est pas un adultère. Un adultère, c'est que on savait que le mari était vivant et elle a triché. Là, la cour s'est trompée en Oui, pensant que le mari était décédé, mais il s'est oui. avéré qu'il était vivant. Donc Ok, elle est dans un cas de force majeure. Elle est d'accord, jamais accusée d'accord. d'avoir fait un adultère. Alors maintenant, je ne comprends pas pourquoi. Le premier cas, on le comprend. On dit il y a eu une erreur de la Cour. Elle n'a pas commis, elle a bâti son action en fonction d'une décision d'un tiers qui fait référence. Et là, tout d'un coup, on se dit, ah ben non, peut-être que le tribunal, Bon. finalement, ne peut pas s'appuyer dessus. Et c'est là où je ne comprends pas. Alors regarde, encore une fois, je le répète.
Viens, on recommence à zéro. La madame, elle a une permission de se remarier. Voilà ce que la cour lui a dit. La Yes. cour ne lui a jamais dit tu as le droit d'aller avoir une aventure. Alors quand elle va avoir une aventure, et il s'avère que la cour s'est trompée, dans la première approche, on lui impute Attends. la responsabilité à elle. Parce que c'est à travers son Non. acte. En fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre pour raison de simple. C'est que si elle s'était remariée, elle aurait eu un autre problème, mais un problème quand même. Et du coup, on lui fait porter une responsabilité parce que, non pas qu'elle se soit remariée, sachant que le tribunal lui avait dit elle était devenue libre, mais parce qu'elle a fait une faute. Et du coup, on se pose la question de se dire, ah oui, mais comme elle s'est pas remariée, c'est quand même une faute. Donc si c'est une faute, peut-être que finalement le tribunal, parce qu'elle a fauté, n'est pas responsable. Et c'est là où je comprends pas. Je comprends pas Non, la le dialectique qui nous tribunal, amène regarde, à l'erreur nous est poser la humaine. question. Oui, mais L'erreur mon est humaine. problème n'est pas de l'erreur, de l'humanité de l'erreur. Mon problème est de se dire que dans un cas, elle a fait une erreur et elle pourrait être seule responsable de cette erreur parce qu'on dirait, bah, il s'est trompé, mais toi, tu ne devais pas faire d'erreur de toute façon. Alors que si elle s'était remariée, elle aurait fait quelque chose de pire par rapport à son mari précédent. Et là, pour le coup, elle aurait été totalement légitime. Mais elle se serait retrouvée dans une Parce situation qu'encore beaucoup une plus fois, pourquoi tu grave. veux la blâmer, la pauvre? Elle est Non, moi je partie blâme faire. personne. Je dis Non, simplement je que veux. suivant l'action qu'elle a, la conséquence de l'action va entraîner de sa part une responsabilité ou pas, suivant si l'action était permise ou pas permise. Et c'est là où Absolument. je ne comprends pas. Et c'est là où je suis pas d'accord. Parce Enfin, je suis pas qu'encore une fois, d'accord d'un point de vue moral. Maintenant, dans la Guémara, comment il conclut, c'est peut-être une autre problématique. Je ne sais pas. Ah, ça va. yes. Donc, alors, de la façon que je le vois, c'est que le mot déconnexion, ça m'explique bien. Une fois que le médium a dit une chose, et lui fait ce qu'elle ne doit pas faire, et se déconnecte de la décision, il fait la déconnexion de la décision. Alors, comme de la façon que je le vois, c'est que vous avez une décision, mais aussi vous avez la responsabilité de faire la bonne La chose. bonne chose. Alors, Exact. regarde, je vais utiliser exactement ce que tu dis. Peut-être, Henri, je vais arriver à te convaincre avec ça. L'erreur, elle vient du Bédine, parce que le Bédine a fait une erreur. Ils ont accepté un témoignage, ils ont cuisiné le témoin, et par la suite, ils se sont rendus compte que l'information n'était pas bonne. Quand elle a créé un problème additionnel à travers une relation illicite, on Exact. va lui jeter le problème à elle. Parce Exact. que oui ou non, ce qu'elle a fait est déviant, et le problème a démarré avec elle. Parce que c'est elle qui est partie avoir une aventure. Mais quand elle se marie, par exemple, de manière légitime, avec une personne avec qui elle a le droit de s'unir, et que là on se rend compte qu'il y a un problème, là on rejette la balle à la cour. Et on dit que, étant donné que le jugement de la cour était erroné, c'est comme s'il n'a jamais été issu, et c'est comme si elle ne pouvait pas s'appuyer sur quoi que ce soit. Alors elle emmène un corban parce que la décision de la cour a été annulée. Donc quand elle agit de manière illégitime, c'est elle qui porte le chapeau. Parce que on peut excuser l'erreur de la cour à travers son comportement déviant. Mais quand elle a fait un comportement qui était vraiment légal et qu'elle avait le droit de se remarier avec cette personne, et que là le problème devient, mais c'est la cour qui n'a pas fait son travail, parce qu'ils auraient dû cuisiner un petit peu le témoin un petit peu plus et ne pas agir de manière spontanée et donner une permission comme ça. Ok, j'entends tout cela, mais si finalement, imaginons que cette femme ne soit pas mariée, imaginons qu'elle ait une relation hors mariage, Ouais. quelle aurait été l'action qu'elle aurait dû avoir pour, entre guillemets, se faire pardonner cette relation qui n'était pas légite? Juste pour que je comprenne dans un cadre qui est plus simple. Alors, dans un cas où elle fait, on va dire qu'il n'y a pas de Elle a une cause, relation hors mariage, ok, elle doit faire teshuva. ok, elle fait teshuva, mais D'accord. elle doit pas mettre de korban. Non, elle emmène un corban quand elle a suivi une décision de la cour. Ok, Et donc que soit elle a dévié de la voilà, décision de la cour parce qu'elle n'est pas voilà. ce qu'elle Ok, voulait elle-même. maintenant, je pense que tu commences à comprendre mon cheminement intellectuel, qui est de se dire que dans un cas, ça serait une décision personnelle.
elle devrait se Oui. repentir, donc faire teshuva, faire amende honorable en disant, mon Dieu, je ne devrais plus recommencer cela, je dois me marier, je dois être dans un cadre qui est celui. Ouais, on t'a perdu, Henri, je te perds, on t'entend plus.